Nous, on va parler de l'équipe de France, Martin, puisque tu sors de l'entraînement. Donne-nous des nouvelles de nos Bleus déjà. Ouais, je sors de l'entraînement qui a eu lieu il y a 4 heures. Euh, donc, des nouvelles des Bleus. Donc, on a eu un entraînement ouvert un quart d'heure à la presse. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'Upamecano et Saliba n'étaient pas sur le terrain. Et donc, on s'avance vers une charnière Konaté-Lacroix pour affronter l'Espagne. Donc, il va falloir serrer les miches. Non, 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 pas du tout. peut-être Zahir Saliba, Emery en c'est comme défense d'habitude. centrale, non Avec Lucas Hernandez. Ouais. Non, Mateta, ouais. Mateta Thuram, la défense centrale. Non, mais alors, effectivement, Upamecano et Saliba n'étaient pas là, et c'était d'ailleurs les seuls joueurs du champ qui étaient absentés. Mais pourquoi? Parce que Saliba, il soigne son dos depuis le début de la compétition, et de toute façon, ces entraînements-là, il ne les fait pas. Lui, c'est très simple depuis le début du tournoi. Il fait les entraînements J-1. Le reste du temps, il est au frigo avec des bacs de glace, et voilà, et on soigne son dos selon le protocole qui a été déterminé, même avant la compétition. Donc, il y a aucun souci à se faire. On peut avoir des doutes en début de compète. Et là, lui, il monte en puissance aussi. Il est bon à chaque match. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Upamecano, lui, il a eu un petit coup sur le pied, a priori. Mais là non plus, il n'y a pas vraiment de souci à se faire pour Upamecano, qui est resté aux soins. Mais ça arrive très souvent. Voilà, ça fait des années qu'on suit l'équipe de France. Il ne faut pas surinterpréter ses absences à l'entraînement, surtout à J-. On est à combien? À J-2. Voilà. Ouais. Par contre, si demain il y a encore un absent à J-1, là c'est différent. Et Non, je serai à là, J-2 et là demain, Martin. Là, ah bah aujourd'hui, on est à on est à J-3. J-3, donc c'est Ouais. encore pire. On est à J-3. Donc voilà, il faut absolument pas s'inquiéter de tout ça. Il y avait deux absents. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les titulaires habituels qui s'échauffaient tranquillement, qui ont fait des petites séances d'aérobie, qui ont tourné autour du terrain. Là, je vous parle que du premier quart d'heure, hein, avec donc Ouais. Mbappé, Olysée, Dembélé. L'ambiance était hyper légère. Et on a vu Tchouaméni quand même prendre part à la séance collective. Et ça, c'est l'autre grosse info. Il est là, il est bien là. Didier Deschamps nous dit qu'il va mieux depuis quelques jours. Donc, a priori, il pourrait tenir sa place pour la demi-finale face à l'Espagne. On va en parler évidemment de Tchouaméni parce que c'est le débat qui va nous réunir autour de Tchouaméni Koné. On a une petite question dans le chat au tout début de l'émission. Comment va la cheville de Mbappé? Elle va très bien. Elle va très bien, la cheville de Mbappé. De toute façon, il nous avait rassuré dès la fin du match, face au Maroc. On l'a vu trottiner, on l'a vu s'amuser avec Lucas Digne. Allez sur notre compte Instagram, il y a la vidéo, bien sûr. Voilà, donc non, il n'y a aucun problème avec la cheville de Kylian Mbappé. Aucun problème avec Koné qui était sorti aussi, vous le savez, en cours de match. Il y a eu des petites alertes pendant le match, mais si tu mènes pas 2-0 face au Maroc et si le Maroc est pas aussi nul face à toi, je pense que tu sors pas Mbappé, tu sors peut-être Koné, mais tu sors pas Mbappé. Donc il n'y a aucun souci à se faire, ça devrait être l'équipe type. Et si l'Angleterre a beaucoup de blessés depuis le début du tournoi, franchement, la France, elle n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Ouais. Tu as eu Thuram, tu as eu Tchouaméni, mais tu t'en sors et pour les demi, tu devrais avoir tout le monde sur le pont. Non, je reviens juste une seconde sur Upamecano Saliba. C'est quand même là, parce qu'on y prête une attention particulière, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point ces deux hommes, on le savait avant la compétition, mais depuis le début, c'est flagrant. C'est là qu'on se rend compte à quel point ils sont cruciaux et à quel point on ne peut pas faire sans l'un des deux, éventuellement, sans les deux, mais jamais de la vie. Parce qu'on a évidemment beaucoup parlé du quatuor offensif qui est la raison d'être de ce 4-2-3-1, mais les deux derrière, c'est la caution. Sans eux, ce système n'existe pas. Donc, on surveille quand même ça avec un petit peu de stress. Je vais aller plus loin même que toi, Arthur, mais je n'ai pas souvenir sous Deschamps d'avoir une charnière qui est aussi régulière du début du tournoi jusqu'aux demi-finales. Alors après, s'il se craque en demi ou en finale, on aura tout oublié. Hein. Mais tu vois, Umtiti, la phase de poule en 2018, c'est pas terrible. Voilà, il passe par des moments. Varane au Qatar, tu vois, il est un peu dans les vapes. Alors Konaté est très bon et tout ça, mais là, on a deux mecs. Mais après, on le sait, hein, on les découvre pas. Hein. Ils font tous les deux. Il faut aussi une saison. C'est aussi le résultat d'une saison qui est exceptionnelle pour les deux. Hein. Et même encore plus pour Upamecano que Saliba, je dirais. Mais là, on a c'est vrai qu'on n'a pas assez insisté sur ce point-là. Mais là, on a la meilleure charnière du monde. On a la meilleure charnière du monde. Moi, ce qui me fascine dans cette charnière, c'est, on l'avait dit il y a quelques émissions déjà, c'est sa capacité à s'adapter à tous les scénarios de match. C'est-à-dire que tu le disais, le 4-2-3-1 ne tient que parce qu'ils savent défendre haut et avec de l'espace dans leur dos. Mais si d'aventure on devait défendre en bloc bas, Upamecano et Saliba dans le combat, dans la gestion aérienne et tout, ça y va aussi. Donc
Ouais, pour l'instant. Et c'est marrant parce que 2022, on avait beaucoup loué Upamecano aussi pour son jeu lourd, notamment ses diagonales vers Mbappé. On le voit un petit peu moins parce qu'il y en a beaucoup moins besoin, mais ça nous rappelle aussi à quel point aujourd'hui le poste de défenseur central, il faut savoir faire beaucoup de choses pour être un défenseur central de très très haut niveau. Et ces deux gars-là font vraiment partie de la crème de la crème. Et on a vraiment de la chance. Voilà, on va parler d'ici peu de temps de l'équipe d'Espagne. Ils ont une bonne charnière, hein. Koubarsi-Laporte, en vrai, ça fait partie du top 5 de cette compétition, mais je trouve qu'il y a un gap assez monumental entre Koubarsi-Laporte et Upamecano, Saliba. Ouais, individuellement, là, vous prenez surtout Koubarsi, je ne veux pas être trop dur avec lui, il est encore jeune, mais pour moi, c'est même pas le même monde. Il y a 3 classes d'écart. Et ouais, vous avez, alors, en tant que tel, la meilleure charnière du monde, mais vous prenez les 2 individualités, vous les mettez dans les 3-4 meilleurs défenseurs centraux du monde. Je pense qu'on peut mettre Pacho dans ce débat-là, peut-être Gabriel. Après, je ne vois pas grand monde au-dessus d'eux. Mais un truc sur Upamecano, c'est que moi, ce qui m'impressionne vraiment du stade, mais vous le voyez sans doute comme moi à la télé, c'est son agressivité. Je pense que depuis, il me rappelle Marcel Desailly pour les plus anciens, mais vraiment l'agressivité d'Upamecano. En plus, tu vois, rien à voir avec Varane, rien à voir même avec Umtiti. Là, on est sur un mec qui mord les mollets, mais tu vois un peu façon Kimpembe, mais maîtrisé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment contre le Maroc là, Martin. C'est qui vient presser le long de la ligne de? Il vient presser. Je sais plus si c'est El Ranous ou Talbi, un des deux. Il lui arrive dessus à une vitesse, mais moi je lui rends le ballon. Hein. Et je ne sais pas, sur cette action, tu vois aussi la dissuasion qu'inspire Upamecano, parce que El Kanous, il passe tout le match à essayer d'éviter Upamecano, à partir sur la gauche. Et effectivement, quand il le voit arriver, ses conduites de balle, ça devient une conduite de balle d'enfant de 7 ans, parce qu'il est complètement effrayé par Upamecano. Et c'est rare de voir ça à ce niveau-là quand même. Hein. C'est hyper rare. Et Oyarzabal, terminé, ciao. Hein. Tu peux rentrer au pays, c'est terminé. On ne le voit pas du match. Messieurs, alors il y a Ryu Team qui fait notre boulot à notre place, puisqu'il dit: les gens qui regardent le live, n'oubliez pas de liker la vidéo pour aider au référencement. Voilà, et ce que je peux dire, c'est un grand merci. Et il nous pose une question, enfin en tout cas, il donne une affirmation plus technique après qui nous emmène vers notre débat, messieurs. J'espère qu'il va mettre Koné contre l'Espagne. Et c'est le débat qu'on voulait avoir. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a débat, parce qu'on ne s'est pas du tout consulté entre nous. Mais Tchouaméni, Koné, qui choisir? Alors, avant de vous demander votre avis, messieurs, on a réuni un peu les stats, entre guillemets. On a constaté déjà que Koné a plus joué que Tchouaméni dans cette Coupe du Monde, ce qui est quand même intéressant à noter, parce que c'était pas forcément attendu. Donc, plus de temps de jeu, une note moyenne légèrement supérieure, avec notamment ce 8 que tu lui as attribué, Martin, face au Maroc. Par contre, on vous a demandé, on a demandé à Quentin, notre graphiste, de mettre les heatmaps, parce que c'est très parlant sur le profil des deux joueurs, c'est-à-dire que on va voir que le rôle attribué à ces deux-là n'a absolument rien à voir. On voit un Tchouaméni qui est quand même très concentré dans sa partie de terrain, et même parfois qui peut décrocher en défense centrale. Enfin voilà, on voit sa zone d'activité vraiment en sentinelle. Là où Manu Koné, ça respire beaucoup plus le box-to-box, quoi. Martin, je vais te poser la question parce que je connais déjà un petit peu ta réponse, mais on est d'accord que si Tchouaméni est à 100%, Deschamps fera ce choix-là, a priori? Oui, mais la condition, elle est vraiment... C'est la condition absolue. C'est-à-dire que il aurait peut-être pu faire jouer Tchouaméni à 98%, mais vu que là, tu as un Koné qui est monstrueux, il faudra vraiment que Tchouaméni soit en pleine possession de ses moyens et qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur sa capacité physique et sur sa capacité à être impactant face à l'Espagne. Si tel est le cas, Tchouaméni sera titulaire. Et c'est pas qu'une question de statut, parce que ça, c'est des trucs qui m'énervent. Quand on dit Deschamps, les statuts, c'est pas qu'une question de statut. C'est qu'aussi Tchouaméni vous avez vu les notes. Hein. Alors, je suis pas parole d'évangile, mais 6-2, 6-3, bon. Et Tchouaméni, voilà, il a une expérience qui est incomparable. On parle beaucoup de Mbappé, c'est normal, mais il faut des cadres dans cette équipe de France. Et lui, c'est un cadre absolu. On ne va pas remettre en cause sa prestation parce que son remplaçant a été très bon. Lui aussi est très bon. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister. Et puis, en plus, voilà, il a un autre profil que celui de Manu Koné. Alors, on disait pareil pour le Maroc, mais le Maroc, c'est quand même une équipe qui a accepté de subir. Koné, tous les matchs où il est bon, c'est face à des équipes qui acceptent de subir.
Est-ce que l'Espagne acceptera de subir? Je suis un peu moins certain de ça. Et je pense qu'un profil comme Tchouaméni, pour moi, est plus sécurisant qu'un profil de Koné, qui a fait plein de bonnes choses dans cette Coupe du Monde, mais qui a aussi fait beaucoup de fautes et qui a aussi perdu quelques ballons. Voilà. Ouais. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il fait quand même une très bonne Coupe du Monde. Et s'il y a une révélation de cette Coupe du Monde au niveau de l'équipe de France, c'est vraiment lui. Malgré tout, moi, on s'en fout. Mais je mettrai Tchouaméni, mais on s'en fout. Je pense que Deschamps le mettra aussi. Je regardais un petit peu leurs statistiques encore plus en détail et j'ai constaté que Tchouaméni, enfin ils ont quasiment les mêmes stats, mais que Tchouaméni a un petit peu mieux quasiment dans chaque secteur que Koné, que ce soit récupération de ballon, il en récupère un de plus par match en moyenne, en tout cas par 90 minutes jouées, il gagne 2-3 duels de plus par match aussi, donc il fait toujours un petit peu mieux. Et moi ce que j'aimais beaucoup dans les heatmaps qu'on a affichés, c'est que ça vient raconter que le choix est aussi, je trouve, un choix de plan de jeu. C'est-à-dire que la zone d'influence et la heatmap, elle dit ce qu'ils font où ils sont quand ils ont le ballon, mais aussi où ils sont quand ils le récupèrent. Et je trouve que si on veut aller, si on part dans l'idée d'aller agresser l'Espagne et vraiment les empêcher de jouer, je pense que Koné est un profil encore plus idoine pour aller récupérer et chasser plus haut. Tchouaméni, lui, ça sera un profil plus de compensateur. C'est-à-dire, si vous acceptez qu'à un moment, et ça paraît plutôt logique, l'Espagne va arriver à sortir de votre pressing, et ben lui, c'est la lame, j'allais dire la première lame, puisque la deuxième, ce sera Upamecano Saliba, qui va être là pour compenser. Donc ça dépendra un petit peu aussi du type de match envisagé par Didier Deschamps, mais je rejoins complètement Martin. Si Tchouaméni est à 100%, pour moi, il réunit toutes les conditions pour être le titulaire. Il y a un truc qui est beaucoup plus terre à terre aussi. Tchouaméni, il les connaît bien, ces joueurs-là, Oui. au milieu de terrain. Donc c'est tout bête, mais la spéciale de Pedri, il la maîtrise. Enfin, il la maîtrise. En tout cas, il l'a déjà subi, on va dire. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je mettrais aussi Tchouaméni pour la prime à l'expérience. Et pour un autre truc, c'est... alors, ça ne nous a pas beaucoup réussi jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde, mais c'est quand même un joueur qui est en capacité de marquer des buts sur coup de pied arrêté. On l'a un petit peu oublié parce que nos coups de pied arrêtés sont pas très bien tirés, ou en tout cas, on n'a pas réussi à trouver la clé là-dessus. Mais en termes de densité physique et en termes d'impact dans la surface, Tchouaméni peut être très intéressant. Je sais que c'est la marotte de Maxime Dupuis aussi qui est resté très attaché à ce but face à l'Angleterre, mais Tchouaméni a une capacité à armer de loin aussi. Koné l'a fait un petit peu. Koné pour les frappes de loin, c'est pas mal. Hein. Bon, mais on l'a pas encore constaté vraiment en équipe de France, c'est ça que je veux dire. Quand même. Il y en a le une match là. contre le Maroc, il en met. Ouais. Oui, il y en a une contre le Maroc. Ouais. Mais en fait, faut pas. En fait, je pense que il est biaisé ce débat parce qu'en fait, Koné, tout ce qu'il fait, c'est spectaculaire. Et donc, effectivement, pour le grand public ou même pour nous, au fond, ah oui, tu as envie de mettre le mec qui dribble le rideau d'en face, qui crée des espaces, qui va percuter balle au pied et qui met des grosses menaces. Tu as envie de... Ouais. Quand tu n'as pas le regard de Didier Deschamps, tu as envie de mettre Manu Koné. Du stade, déjà, tu vois que Aurélien Tchouaméni apporte des choses que Koné n'apporte pas, mais qui sont peut-être plus difficilement identifiables face à la télé et qui sont effectivement nettement moins spectaculaires. Nettement moins spectaculaires. Mais c'est pas parce que c'est moins spectaculaire que c'est pas plus capital pour l'équipe de France. Donc en fait, le débat, c'est ce débat-là qu'il faut avoir et que Didier Deschamps, à mon avis, a déjà tranché. La Couette qui nous pose une excellente question et qui nous met en difficulté puisqu'il nous demande si on peut voir la heatmap de Rabiot avec Koné et avec Tchouaméni. On l'a pas, si on est tout à fait clair, parce qu'on a mal préparé notre émission. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les deux cas, il est énorme, Adrien Rabiot. Voilà, ça c'est la seule certitude. Mais c'est vrai que aussi dans l'association des profils, et je crois d'ailleurs qu'Adrien Rabiot en avait très bien parlé lors de sa conf de presse avant la Suède, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Il en a parlé, tout à fait. Voilà, où il résumait ce qu'on disait là, c'est-à-dire que avec Tchouaméni, il y a une forme de complicité liée à l'historique qu'ils ont entre eux et ils se connaissent un petit peu plus. Koné, c'est un joueur un petit peu plus porté vers l'avant, donc ça réclame aussi à Rabiot un peu plus d'attention défensive dans la compensation et tout. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas le même Adrien Rabiot. Après, faut pas se tromper non plus. Adrien Rabiot sur ce match-là va avoir un rôle très important pour mettre du trafic dans la zone de Lamine Yamal. Donc je suis pas sûr qu'on voit Adrien Rabiot box-to-box exclusif qui se projette énormément face à l'Espagne. Alors justement, parce qu'on est en train de préparer un article sur le France-Espagne en Ligue des Nations de 2025, 5-4 pour l'Espagne.
J'ai eu le temps de revisionner que la première période pour l'instant, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point Adrien Rabiot, justement, s'était projeté pendant ce match-là, à quel point les Bleus étaient allés agresser l'Espagne, avaient la possession d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut se penser dans ce match-là, se créait plus d'occasions que Ils l'Espagne. s'en étaient pris 5. Ouais, ils s'en étaient pris. Bon, ils en avaient mis 4 aussi au bout du compte, mais ils avaient pris des buts surtout sur des pertes de balles, etc. Mais ce que j'en ai retenu, c'est quand même qu'en agressant l'Espagne, en la privant du ballon, évidemment, il y a vraiment des failles. Et cette association Rabiot-Koné, elle existait à ce moment-là pour ce match-là. Et ils ont joué 3 matchs ensemble, je crois, depuis le début de la compétition. C'est 3 matchs sur 4 de Koné ont été joués avec Rabiot. Donc c'est quand même une paire qui a appris à se dompter. Mais tiens, ça tombe bien que tu parles de ce match-là, parce qu'on a préparé des visuels. Parce que vous allez beaucoup entendre parler de ce match de Ligue des Nations, qui a été au fond un tournant pour l'équipe de France aussi dans cet entre-deux, entre l'Euro et cette Coupe du Monde, parce que match symbolique, match à enjeu, la naissance de Ryan Cherki, en tout cas la confirmation que Ryan Cherki pouvait être une arme en sortie de banc. On vous a proposé les compos pour qu'on se rende compte que finalement, faudra pas tirer de très très grands enseignements de ce match-là, puisque comme vous le voyez, les deux équipes n'ont plus grand-chose à voir. Alors, côté espagnol, on n'avait pas du tout la même charnière qu'aujourd'hui. Le Normand Echain versus Cubarsí, Laporte, évidemment. Milieu de terrain, tout est quasiment changé, à part Pedri, mais pour l'instant, on n'est pas sur ce... par rapport au match d'hier, il n'y en a aucun des 3. Voilà, exactement. Et puis, là, devant, on retrouve quelque chose de plus conforme. Il y a une petite interrogation sur Nico Williams. Est-ce qu'il va démarrer ou est-ce que ce sera plutôt Baena? Mais voilà, déjà, côté espagnol, c'est très différent. Alors là, côté français, par contre, il y a énormément de joueurs en commun, et notamment les 4 de devant et les 2 au milieu. Mais alors derrière, c'est la foire. Ouais. Première association, pour l'anecdote, première association entre les 4 de devant, Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, lors de ce France-Espagne. Dernière association connue de Kaloulou, Konaté, Langlais et Théo Hernandez, je crois. Et si je raconte pas de bêtises, mais le souvenir commence à être lointain, mais Arthur, t'as vu en tout cas une partie du match. Je crois que l'anglais est cataclysmique dans ce match-là. Ouais, il est cataclysmique. Et Kalulu fait pas non plus une très belle prestation derrière, de toute façon, quand vous en prenez 5. Mais il y a des gros trous d'air par moment. Ah là, tu remplaces quand même l'anglais par Saliba, bon. Ouais, par exemple, c'est un exemple. Et même Upamecano par Konaté. Konaté, on sait aussi, c'est un défenseur qui peut être très bon quand il est à côté de Virgil van Dijk, ou même d'Upamecano, mais le mettre à côté de ténor de la défense, c'est un peu plus compliqué, c'est plus compliqué. Puis Théo Hernandez, qui dans mon souvenir aussi, il y a pas mal de buts qui viennent de son côté. Faudra tout revoir. On est en train de le faire, et rendez-vous sur eurosport.fr dans les jours qui viennent pour vous parler de ce match-là. Mais voilà, ce petit visuel pour vous montrer que les analogies risquent d'avoir des limites quand même, parce que si il y a eu un match aussi spectaculaire en termes de buts, c'est peut-être lié aux deux charnières centrales qui étaient alignées sur ce match-là. Est-ce qu'on continue sur Koné, Chouameni? J'ai vu qu'il y avait des questions, mais les gens. J'ai vu des questions sur Olise, moi. J'ai vu des gens qui disent c'est Michael Olise surtout qui est, je sais pas si vous les avez vus, qui fatigué. est fatigué. Fabienne, je crois, tout à l'heure. Non, moi je pense que surtout Olise, il a eu 2 matchs qui étaient compliqués parce qu'il y avait beaucoup de trafic dans sa zone. Il y avait 2 équipes qui ont refusé aussi le combat. Et je pense que l'Espagne, c'est le bon match pour relancer Michael Olise. Je pense pas que ça soit une question de fatigue, honnêtement. Alors peut-être, mais je pense pas, parce que quand tu vois son activité défensive, la 88e, tu te dis que quand même, tu te dis qu'il a encore un peu d'essence dans le moteur. Et puis il y a un truc qui te trompe pas, c'est que si je me gourre pas, Deschamps le remplace pas. C'est-à-dire, il remplace beaucoup de monde en attaque, mais il remplace pas Michael Olise. Et il les connaît, les datas de ses joueurs. Donc Olise, vous inquiétez pas. Moi, je pense que c'est vraiment une question de profil de match, que aussi le Maroc et le Paraguay avaient décidé de mettre beaucoup de mecs dans son secteur, que tu as aussi un Koné qui marche aussi sur sa zone d'influence. Je dis pas que Olise sera meilleur sans Koné, mais en tout cas, il aura peut-être un peu plus d'espace à ce niveau-là. Donc, il faut pas s'inquiéter du tout de la Coupe du Monde de Michael Olise. Oui, ces 2 derniers matchs ont été moins impactants. Je pense qu'il peut se réveiller contre l'Espagne. Puis on devient dur avec Michael Olise. Forcément, il nous a donné du caviar. S'il nous donne qu'un petit plat fait maison derrière, on commence à faire les compliqués, mais ça reste délicieux tout ça. Il y a eu quand même des contrôles de la cuisse. Il y a un contrôle orienté de la cuisse qui fait un moment absolument improbable. Il y a des orientations. Il est à l'origine du penalty obtenu par Mbappé. Mais même du 2e but. Si il est à l'origine d'un but. Donc ça reste du très solide. Mais c'est vrai que par contre, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait qu'il se retrouve dans le trafic, parce que de mémoire,
au match retour PSG-Bayern, je crois qu'ils Bah avaient oui. réussi à très bien l'isoler. Et les c'est Parisiens. notamment l'histoire des dégagements de Safonov directement Ouais. en touche pour potentiellement surcharger la zone où se trouve Olysée et que effectivement pour limiter son influence, il fallait mettre beaucoup de monde. Après, l'Espagne peut faire ça, hein, mais il en reste Oui, mais 3 à alors, gérer derrière. là, Mais oui, pour mais tu dégager libères tout le monde. directement au milieu de terrain, Bah oui, oui, voilà, c'est ça. Eh oui, tu libères tout le monde. Donc en fait, pourquoi pas, hein, vas-y. Hein. Mais t'as Doué, t'as Dembélé, t'as Mbappé. Hein.